Ok. Oui, Vicky, Chris, Michael, Alexander. Ok, donc tout ça c'est bien. Moin alle Guten. Wie geht es dir? Ich hoffe, dass kein von ihr krank ist. Der sieht schon alle guten letzte Medizinstudenten, die am Ausland sind. Ich kriege erst nicht, das ist ein bisschen schuld. Der kommt aus verschiedenen Ländern. Französisch ist wahrscheinlich gut für Haut zu schwätzen. Ist das richtig? Können wir just schreiben, ja, wenn ein Problem damit hat, mit Französisch. Le français, c'est bien. Tout le monde est d'accord pour le français? Ja, Claire, Muriel, Valéria, Claire, Luigi. Lützeburg ist auch gut. Qui préfère Lützeburg? Bah, Lutz. Ok. Also, Hindi muss Französisch. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend que le français? Sinon, on va le faire en luxembourgeois. J'entends que beaucoup de gens veulent le luxembourgeois. Bah, Université de Luxembourg, en général, c'est français ou anglais. Donc, je vais me tenir au français. Allez. Bonjour. Donc, je m'appelle Marc Schlesser. Je suis pneumologue aux hôpitaux Robert Schumann. Et je vous parle aujourd'hui parce que le professeur Massard, que je remercie d'ailleurs de m'avoir invité, m'a demandé de vous parler des aspects cliniques du Covid-19. Donc, je me suis dit, je vais partager avec vous les connaissances et l'expérience que j'ai pu avoir ces derniers mois, ou ce dernier mois en fait, ces 3-4 dernières semaines concernant la pandémie actuelle. Bon, vous le savez, je vous ai présenté simplement quelques photos ici. La pandémie à laquelle nous sommes confrontés à l'heure actuelle est partie de Wuhan. Wuhan, c'est une ville très moderne, technique, économique, financière, mais qui reste attachée à certaines de ses habitudes alimentaires et notamment le point de départ de l'épidémie actuelle, ou de la pandémie plutôt, semble être le marché des aliments à Wuhan City où des animaux vivants et surtout des animaux vivants sauvages côtoient les gens en grande quantité et aussi les éléments nutritifs. Mais Wuhan, c'est une chose, mais la question que moi je me pose, est-ce que des pandémies pareilles pourraient aussi partir de chez nous? Vous voyez les plateaux de fruits de mer, je ne suis pas prêt à les abandonner. Je ne pense pas que c'est très dangereux, je ne pense pas non plus que la chasse est très dangereuse, mais quand je vois l'élevage des poules, l'élevage des saumons, je me pose parfois des questions concernant aux risques sanitaires éventuellement que nous courons pour déclencher également des pandémies comme celles que nous observons pour l'instant. Vous savez tous qu'on parle aujourd'hui de ce virus-ci, qui est le SARS-CoV-2. C'est un virus à ARN single-stranded, donc monobrin. Tout le monde le connaît. Et vous savez aussi, vous l'avez lu partout, que les hôtes intermédiaires qui sur le marché probablement l'ont transmis à l'homme, donc qui ont en fait favorisé le saut d'espèces, étaient aussi bien la chauve-souris, et la chauve-souris du milieu en particulier, et l'animal que nous on connaît un peu moins, qui est le pangolin, qui apparemment a un bon goût et qui est mangé en Chine. Alors, comment est-ce que ça s'est fait? En fait, les virus du groupe SARS ont plusieurs protéines, et en particulier la protéine S, qui permet d'entrer dans les cellules humaines. Cette protéine S, c'est en fait un récepteur de l'angiotensine, se fixe au récepteur de l'angiotensine convertase 2 présente sur nos cellules. D'autres protéines, comme la protéine M, aident alors à ce moment-là de dissocier la membrane lipidique cellulaire et d'entrer dans le virus. Le virus n'est pas très compliqué, il a certaines autres protéines, comme les protéines N et E, qui interviennent directement avec le système immunitaire par la suite. Alors, ce qui est important, c'est que effectivement le virus semble venir des chauves-souris et du pangolin, mais il se pourrait que d'autres réservoirs animaux d'autres espèces animales, et notamment domestiques, pourraient être des réservoirs de virus qui pourraient faire survivre le virus parmi nous. Alors le virus, quand il entre dans la cellule, comme tous les virus RNA monobrins, il utilise la fonction cellulaire de réplication, de duplication de l'ADN, de l'ARN plutôt en ADN, la translation, et l'utilisation de la machination intracellulaire pour fabriquer des protéines avant de
sortir de la cellule en la tuant et de réinfecter d'autres cellules. Alors, des questions ont été évoquées dès le départ, et je pense que c'est important, même pour des aspects cliniques, pour se demander est-ce que ce virus est un virus naturel ou est-ce que ce virus est un virus qui a été synthétisé dans un laboratoire pour des objectifs peut-être peu avouables. Alors, les virologues et les généticiens semblent à l'heure actuelle d'accord pour dire que ce virus est bien un virus qui vient du monde animal. Donc, il vient de la chauve-souris, en particulier du Rhinolophus affinis, que je ne connais pas personnellement, mais dont je vous ai montré la photo, qui a une homogénéité génétique ou une correspondance génétique avec le virus actuellement identifié chez les hommes de 96,2%. Donc, ce n'est pas un virus artificiel, mais c'est bien un virus qui vient du monde animal et qui a fait quelques mutations pour pouvoir sauter à l'espèce humaine. Actuellement, on connaît différents types de ce virus. Le type A, B et C. Le type A était celui qui a fait en premier le saut, mais c'est surtout le type B qui a débuté la pandémie, à Wuhan, et les types A et C qui ont envahi par la suite l'Europe, l'Australie et les États-Unis. Alors l'autre question qui est posée souvent, est-ce que le virus, au fur et à mesure qu'il infecte des gens, fait des mutations et devient de plus en plus méchant? En fait, cette étude-ci, toutes ces études d'ailleurs que je vous montre sont des publications des 2-3 dernières semaines, et la plupart de ces publications sont même des avant-presse et qui ne sont pas encore des releases. Cette étude-ci a étudié le récepteur, l'affinité pour le récepteur de l'angiotensine convertase, a mis en évidence 18 mutations différentes et a montré qu'effectivement le virus isolé en France avait plus d'affinité pour les récepteurs sur les cellules humaines, pour les récepteurs donc de l'angiotensine convertase, et de par là avait une agressivité, du moins une transmissibilité qui était plus importante que le virus initial. Donc la question posée, est-ce qu'au fur et à mesure des changements, le virus peut devenir plus méchant, plus virulent, plus transmissible? Et il est clair que oui, le virus peut changer, et peut-être qu'en Europe, nous avons eu affaire à un virus plus transmissible que le virus initial. Donc vous savez aussi bien, et je vous le rappelle, quand on parlait initialement de Covid, on parlait de l'affection respiratoire. Donc les symptômes respiratoires, la toux, la dyspnée, les douleurs thoraciques qui étaient associées à l'infection par coronavirus SARS-2. Actuellement, on sait qu'il y a plein d'autres symptômes qui peuvent être associés, mais la symptomatologie respiratoire reste la plus prédominante et la plus importante. Alors ça aussi, c'est une image que je ne pouvais pas ne pas vous mettre. C'est Fauci, c'est le directeur, c'est le chef de la direction de la santé aux États-Unis. Et pour moi, c'est le symbole en fait de la lutte ou de la force de la science qui doit s'opposer aux politiques et à l'économie à certains moments pour faire valoir les connaissances et prendre les bonnes mesures contre les menaces d'une pandémie. À ce qu'il paraît, mais c'est pas des renseignements officiels scientifiques, les États-Unis étaient avertis depuis début décembre, fin novembre, du risque d'une pandémie, mais ces avertissements des scientifiques ont été largement ignorés initialement par les politiques, sans vouloir nommer les personnes. Actuellement, la pandémie a envahi tout le globe, et si on regarde cette photo, on est quand même impressionné que mi-décembre ou début décembre, un virus a fait un saut d'espace et est parvenu en l'espace de 3 à 4 mois d'envahir l'entièreté du globe et de mettre en péril notre confort de vie et notre sécurité à laquelle nous nous étions habitués pendant des années. Alors, la transmission d'une infection virale se définit en fait par plusieurs facteurs, dont un est le taux de reproduction. Donc le taux de reproduction définit le nombre de patients qui sont infectés par le premier patient qui est malade. Donc le premier patient, c'est le patient 0.
savez, en Italie, on a longtemps cherché le patient zéro sans le trouver. En Belgique, il n'y a pas de patient zéro parce qu'il y a plusieurs patients zéro. Plusieurs patients ont importé la maladie sur le territoire. Le patient zéro à Wuhan a été identifié par la suite. Il semble qu'il s'agit d'une femme qui était une vendeuse de crustacés de mer. Donc on revient sur le taux de reproduction. Un taux de reproduction de 2 veut dire que chaque personne infectée va infecter 2 autres personnes. Et vous voyez que rapidement, le nombre de personnes infectées va croître. Il est clair que ce taux de reproduction dépend de beaucoup de facteurs. Donc, il est variable pour différentes infections. Je vous ai mis ici pour le MERS, l'Ebola, l'influenza, le Covid, le SARS. Et à droite, un schéma qui montre une comparaison entre l'influenza habituelle, donc l'influenza saisonnière, pas la pandémique, et le Covid-19, ou plutôt le SARS-CoV-2. Pour l'influenza, on pense qu'elle se situe aux alentours de 1,5, alors que pour le SARS-CoV-2, elle devrait se situer à 2,53. Donc la transmission de ce virus est beaucoup plus importante que l'influenza saisonnier. Alors l'autre facteur est important pour déclencher une épidémie, c'est la durée d'incubation, c'est-à-dire la durée avant que vous ne savez que vous êtes malade. Donc ici, on met 1 à 4 jours pour l'influenza et 1 à 14 jours pour le Covid-19, qui paraît un peu lent, parce que on pense à l'heure actuelle que c'est plutôt 5-8 jours. Mais pendant toute cette période-là, pour le Covid-19, vous sécrétez des virus, vous infectez des gens sans même le savoir. Donc, impossible de vous identifier sur base de vos symptômes, vous n'en avez pas. L'autre facteur qui est important, c'est le taux de mortalité. Alors, le taux de mortalité, s'il est élevé, il est clair que vous n'allez pas pouvoir engager des chaînes de transmission très longues. Donc, chaque fois que quelqu'un meurt, il ne peut pas transmettre le virus. Par contre, les maladies comme le Covid-19, où beaucoup de gens sont faiblement malades, légèrement malades, pendant une longue période, ils peuvent pendant très longtemps transmettre le virus. Alors, il y a une autre notion qui est importante, c'est la notion de super spreader. Donc, il y a des gens qui pendant des semaines et des semaines sont malades, sans vraiment être sévèrement atteints et qui distribuent le virus pendant toute cette période à tous les gens qu'ils voient. Donc, au lieu d'infecter 2 personnes, ces personnes-là infectent peut-être une trentaine de personnes, une centaine de personnes. C'est dû à la maladie qui a un décours parfois très léger, mais c'est dû aussi au contact social. Donc, il y a des gens qui ont énormément de contact social et qui peuvent accentuer et accélérer de façon formidable le développement d'une pandémie. Alors, ce qui est important aussi, c'est la quantité de virus à laquelle vous êtes exposé. Si vous passez à côté de quelqu'un dans un supermarché qui respire et qui tousse, c'est autre chose que si vous êtes dans une chambre d'un patient pendant 10 minutes ou une demi-heure et exposé au tout et crachat de ce patient, et votre risque, bien entendu, il augmente de façon très importante. Alors, il ne faut pas oublier, il est clair que le SARS-CoV-2, le Covid, pour l'heure actuelle, c'est notre préoccupation principale. Mais il y a d'autres menaces sanitaires, et je vous ai repris ici un tableau de l'AFP, mais qui est une source OMS, d'autres pandémies qui nous ont menacés. Donc d'autres infections virales qui risquaient de devenir des problèmes majeurs. Donc je vous rappelle la grippe porcine en 2009, avec le virus H1N1 qui finalement avait fait 18 500 morts. Mais il y a aussi les outbreaks de Ebola en 2014. Et là, malheureusement, à l'heure actuelle, il y a de nouveau une épidémie d'Ebola qui est en train de s'activer depuis 2019, avec jusqu'à présent 2230 morts. Vous vous rappelez aussi l'épidémie de Zika virus dans l'Amérique du Sud et en Polynésie française, qui heureusement depuis 2016 est terminée, mais qui donnait des atteintes fœtales avec des microcéphalies, des anéncéphalies très importantes. Et n'oublions pas la poliomyélite. La poliomyélite, chez nous en Europe, dans les années 50, c'était la dernière grande attaque, et grâce aux vaccinations, nous avons pu parvenir à avoir un état actuellement sans maladie, mais il y a de nouveau des épidémies
ou des petites endémies de poliomyélite qui sont en cours au Pakistan, au Cameroun, en Syrie, Afghanistan, Guinée équatoriale, et qui risqueraient à un moment donné, si notre vaccination, notre barrière vaccination ne serait plus suffisamment grande, d'envahir à nouveau le monde entier. Alors là, encore une fois, pour comparer en fait la sévérité de l'épidémie ou la pandémie en laquelle nous sommes confrontés à l'heure actuelle, j'ai pas fait les comptes exacts, mais finalement on va avoir, je présume, aux alentours de 200-300 000 morts probablement. Mais je vous rappelle que l'épidémie de grippe espagnole en 1918 a fait 40 à 50 millions. La grippe asiatique en 1957 avait fait 2 millions de morts et finalement la grippe de Hong Kong, ou dite Hong Kong en 1968, avait fait 1 million de morts. Donc l'humanité, en fait, même si on l'a oublié, était de façon récurrente exposée à de telles pandémies qui étaient extrêmement mortuaires. Alors, le dernier slide sur l'épidémiologie. Donc, on pense à l'heure actuelle que le temps d'incubation, du moins dans cet article du Lancet qui a été publié en février cette année-ci, que le temps moyen d'incubation est à un tour de 5,1 jours. Donc, l'incubation, ça veut dire le moment où vous avez eu contact avec le virus avant d'avoir des symptômes. Mais pour le SARS-CoV-2, c'est une période où vous êtes déjà sécrétant de virus et où vous pouvez déjà contaminer d'autres personnes. Cette période, de façon individuelle, peut bien entendu s'étendre au-delà de 5 jours jusqu'à une dizaine, trentaine de jours. Alors, personnellement, moi j'ai l'impression que des virus circulaient au Luxembourg à partir de début février, peut-être déjà fin janvier. Je pense aussi qu'au début, nous les avions un peu méconnus probablement. C'était des toux traînantes, des bronchites, pas des tableaux extrêmement sévères. Et que à partir de ce moment-là, au Luxembourg, on a effectivement eu une dissémination qui s'est révélée un peu plus tard, donc fin février, début mars. Alors, la voie de transmission pour le Covid, elle a été initialement attribuée essentiellement à des petites gouttelettes. Par la suite, on a discuté d'une transmission de l'air et je vais vous montrer une étude très intéressante sur cette hypothèse. Une transmission par les surfaces, ça a été étudié aussi, éventuellement avec l'alimentation, mais c'est très peu probable que le nombre de virus présents sur l'alimentation suffise pour vous infecter. Et secondairement, on s'est rendu compte qu'on était excréteur pas seulement au niveau de la toux, des voies respiratoires, mais également au niveau des selles. Et une étude intéressante a été menée à Amsterdam où ils ont pu mettre en évidence le génome du virus dans les égouts, les canalisations. Et c'est intéressant dans ce sens-là que ça pourrait être un des paramètres pour surveiller une ville entière, pour savoir si oui ou non il y a encore des gens qui sont infectés dans cette région. Cette étude-ci, publiée dans New England au 17 mars de cette année-ci, montre en fait pour différents milieux quelle est la persistance du virus. Et vous voyez que la première colonne, et c'est en comparaison toujours avec le SARS-CoV-1, donc le SARS-CoV-2 et SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 étant rouge. Et vous voyez dans les deux premiers schémas, dans l'air, dans les aérosols, on peut avoir encore quelques heures après l'émission une quantité de virus non négligeable. Ça a été testé sur différentes surfaces également, sur le cuivre, sur le carton, le papier, donc les journaux éventuellement, sur les métaux et sur les plastiques. Et vous voyez, en fonction des heures, on a une disparition rapide du virus, mais qui n'est quand même pas négligeable les premières heures. Et pour certaines surfaces, comme les plastiques, on peut mettre en évidence du virus jusqu'à 80 heures après le dépôt de l'inoculation du virus. Alors, la quantité de virus diminue de façon très importante. Et quelle est la signification réelle de la présence de virus sur une surface? Est-ce qu'elle est contaminante ou non? Est-ce que la quantité est suffisante? Je pense que là, pour l'instant, nous n'avons pas de réponse claire. Alors, on revient à l'air parce que c'est une étude que je trouvais assez intéressante. C'est une étude sur le Furet, en fait, Frettchen en allemand, Furet. Je weiß nicht, wie der da Plötzebusche ist. Mais trop, la question qui s'est posée, est-ce que l'air peut transmettre l'infection virale? Donc, ils ont
pris ce modèle de furets parce que les furets peuvent être contaminés avec le SARS-CoV-2 et ils ont mis en présence dans une même cage des furets qui étaient infectés et des furets qui n'étaient pas infectés. Et après quelques heures, après quelques jours, 2 jours en moyenne, la plupart des furets qui n'étaient pas infectés au début de l'expérience avaient attrapé le virus par les furets initialement infectés si les animaux se trouvaient dans la même cage. Alors en répétant l'expérience avec 2 populations de furets, l'une infectée et l'autre pas, mais dans des cages qui étaient l'une à côté de l'autre et où la seule contamination possible était un flux d'air, on s'est rendu compte que très peu, c'est vraiment l'exception, de furets étaient infectés dans la deuxième cage. Donc la transmission par l'air peut être possible théoriquement et peut survenir de temps en temps, mais elle paraît quand même très rare. Ceci est très important parce que la protection de distance ou la distance de protection pour les gouttelettes, elle est à peu près d'1,5 mètre et de 2 mètres. Par contre, la protection pour une transmission par air, il faudrait penser qu'il faudrait garder une distance de plusieurs mètres pour être dans une zone de sécurité. Alors, maintenant, quelques discussions sur les masques. Tout ça, à mon avis, c'est du clinique. Donc, ça, c'est un masque, à mon avis, qui n'est pas efficace. Mais qu'est-ce qui est un masque efficace? Eh bien, là aussi, c'est une grande discussion. Vous savez qu'on parle des masques chirurgicaux, qu'on parle des masques FFP1, 2 et 3. Et donc, un petit rappel simplement pour vous dire que la taille du virus est de 125 nanomètres et les critères européens, d'ailleurs, qui sont différents des critères américains pour les masques FFP2, 1, 2 et 3, c'est leur capacité de filtration respectivement de 80, 94 et 99% de particules avec un diamètre de 300 nanomètres. Et ça, en plus, si ces masques sont portés de façon étanche, parce que si vous avez des ouvertures à gauche et à droite de votre masque, il est clair que ce pouvoir de filtration ne peut pas se faire. Alors, il est clair que les masques protègent, mais à quelle mesure est-ce que ces masques protègent? Quelle est une protection absolue? Je pense que toutes ces questions restent ouvertes et je suis au courant, enfin j'ai entendu qu'il y a une étude luxembourgeoise qui va s'occuper de cette question. Alors, les évidences scientifiques à l'heure actuelle restent quand même très conflictuelles. Donc, il y a 2 publications de la semaine passée d'ailleurs, l'une dans Nature Medicine, l'autre dans les Annals of Internal Medicine, qui disent de la première que les masques chirurgicaux, donc les simples masques, les moins protecteurs, offrent une protection contre la propagation du coronavirus beaucoup plus efficace que contre le virus de la grippe et les rhinovirus. Donc ça a été montré au laboratoire et ça nous rassure. Mais d'un autre côté, une publication dans les Annals of Internal Medicine montre que même un masque chirurgical qu'on met maintenant aux patients n'est pas une barrière absolue pour ne pas tousser le virus à travers ses mailles. Alors, quel est le bon masque? Je n'en sais rien. Je pense que l'utilisation des masques que nous avons pour l'instant nous protège certainement, en partie. À quel niveau? Je pense que personne ne peut avoir une réponse scientifique à l'heure actuelle. Et les masques faits auto-maison, mais ma mère, elle se met à fabriquer des masques là maintenant. Elle m'a demandé si j'en voulais. Je n'en sais rien parce que je ne sais pas à quelle mesure ces masques vont nous donner une protection. Alors, on va peut-être revenir alors sur la présentation clinique dure et pure. Et donc, la maladie, comme je vous l'ai dit, elle n'est symptomatique que chez une partie de la population qui est infectée. Donc, il y a 30% de la population qui n'ont pas de symptômes. Donc, ces gens-là restent contagieux pendant un certain temps, probablement 2 semaines, avant d'attraper une immunité progressive qui, j'espère, va les protéger par la suite. Mais ça aussi, ce n'est pas encore prouvé. Mais pendant toute cette période-là de 2 semaines, impossible de les mettre en évidence, hormis le fait de réaliser des frottis pour la recherche du virus par PCR à tout le monde. 55% ont des symptômes modérés. Donc ces symptômes modérés, on va y revenir de façon plus précise, sont souvent des symptômes des voies respiratoires supérieures ou un peu de bronchite, voie respiratoire inférieure associée,
qui restent contagieux beaucoup plus longtemps déjà que les autres. Donc on parle d'une contagiosité de 21 semaines, mais on ne sait pas exactement quelle est la durée définitive de contagiosité. Alors là aussi, pour troubler un peu notre esprit, il y a une étude qui vient de paraître dans les Annals of Internal Medicine qui a montré que même après un PCR frottis nasal négatif, on peut encore de façon intermittente sécréter du virus jusqu'à 37 jours après l'arrêt des symptômes d'une infection. Alors, les gens qui nous occupent à l'hôpital le plus, c'est malheureusement les 15% qui ont une maladie plus sévère. 10% de ceux-là nécessitent une hospitalisation, et c'est essentiellement le cas pour une pneumonie, et 5% nécessitent également à ce moment-là même la prise en charge au niveau des soins intensifs. Ces gens-là restent longtemps contagieux et même après l'hospitalisation, ils restent contagieux et même durant le séjour aux soins intensifs, ils continuent à sécréter constamment du virus. Alors, au niveau de la mortalité, il est évident aussi que les gens qui ne sont pas symptomatiques ne vont pas mourir de la maladie. Les gens qui ont des symptômes discrets à modérés ne courent pas de risque de surmortalité, mais que les gens qui ont une symptomatologie importante, nécessitent une hospitalisation, courent jusqu'à 15% de risque de mortalité, et les gens qui sont admis aux soins intensifs, malheureusement, on observe un taux de mortalité de 50%. Alors, cette diapositive est issue de une de la plus grandes séries actuellement publiées en Chine, dans le New England Journal of Medicine, par Guan. Et je vous attire votre attention simplement sur l'âge moyen et le sexe. Donc dans l'encadré rouge, l'âge moyen des gens se situe à 47 ans, tout patient confondu. Et en fonction de la sévérité de la maladie, l'âge moyen augmente, 45 pour les moins sévères et 52 ans pour les très sévères. Alors je vous rappelle tout de suite aussi qu'au Luxembourg, l'âge moyen des gens qui étaient décédés, moi la semaine passée, parce que cette semaine-ci je n'ai plus les données, il était au-delà de 85%. Alors, sur cette diapositive, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que le sexe féminin semble plus protégé que le sexe masculin. Donc, il y a moins de femmes qui tombent malades, et même si la maladie est sévère, il y a moins de femmes que d'hommes. Alors, cette diapositive, de nouveau, on va regarder que l'encadré rouge est issu de la même série sur presque 1000 patients, 1099 patients dans le New England Journal of Medicine, et montre que à peu près 50% des patients développent de la température. Les patients qui sont hospitalisés ont à 88,7% de la température et ceux qui ont une maladie sévère à 92% de la température. Alors la température est en général, elle peut être subfébrile jusqu'à 38, 38,9, mais il y a certains patients, et ce sont eux aussi, on va y revenir, qui ont probablement le devenir le moins favorable, ont vraiment une pyrexie extrêmement importante, au-delà de 39 degrés. Alors ceci, c'est l'autre grande série qui est actuellement disponible avec description des cas cliniques. Elle a été publiée dans le JAMA et en fait, elle décrit les patients hospitalisés dans un seul centre hospitalier. L'étude du New England Journal of Medicine était des données qui avaient été extraites de 1099 patients, mais qui s'étaient fait soigner dans plusieurs centaines d'hôpitaux, mais qui avaient tous comme dénominateur commun un diagnostic par PCR positif d'infection à coronavirus. Donc cette série ici est beaucoup plus propre, si vous voulez. Elle vient de la même source, du même hôpital, avec les mêmes critères diagnostiques, les mêmes critères de prise en charge et de description. Mais elle touche bien entendu beaucoup moins de patients que l'étude précédente. On parle ici de 138 patients. À nouveau, on a une prédominance masculine par rapport aux femmes. Et pour les symptômes qui sont dans le deuxième carré que je vous ai mis en rouge, il y a de nouveau une prévalence pour la température. Tous ces patients-là étaient hospitalisés, donc on est à 98,6% de fièvre, et puis il y a des signes généraux type fatigue, anorexie, mais beaucoup de toux sèche,
Nous avons aussi l'expérience de tout productif de temps en temps et puis l'impression d'avoir une obstruction au niveau des branches. Donc les gens tous ils disent mais j'arrive pas à bouger ces sécrétions, c'est comme si le poumon droit ou le poumon gauche ne fonctionne pas, n'est pas effectif. Donc il y a des courbatures aussi qui sont décrites, des myalgies, des arthralgies aussi. Il y a beaucoup de pharyngites qui sont décrites et j'ai vu des gens qui avaient des petites vésicules dans le pharynx. Parfois, c'est simplement de la rougeur pharyngée. Parfois, c'était des vésicules dans le pharynx et des lésions un peu aftoïdes. Et puis, il ne faut pas négliger la symptomatologie digestive, qui peut être de la diarrhée, des nausées, mais également des douleurs abdominales et des vomissements. Et nous, au début, on avait été frappés que ces symptômes étaient présents surtout chez les patients les plus âgés, et était souvent inaugurateur d'une évolution péjorative rapide. Alors, HGRS, donc les hôpitaux Robert Schuman, d'où je viens, et Covid, donc à partir du 14 mars, on avait dédié initialement 2 puis 3 unités au Covid, chaque fois des unités avec une trentaine de lits, donc 2 unités fixes maintenant Covid, c'est l'unité 5A, 4A, et puis une unité où on ne sait pas, parce que c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours une certitude des diagnostics, donc c'est une étude où on fait de l'isolement, mais de l'isolement au cas par cas, donc de chambre à chambre, alors que dans les unités 5A, 4A, dès que vous entrez dans l'unité, vous vous mettez en habit de protection. Et puis, l'unité de soins intensifs avait été partagée en partie Covid et partie non Covid. On avait en moyenne une cinquantaine de patients et une douzaine de patients qui étaient aux soins intensifs. Alors, ça c'est la population les 35 premiers cas que nous avons vus chez nous, et je vois que la diapositive est un peu coupée en bas, dommage, mais c'est une description que nous avons essayé de mettre sur tableau, et vous voyez que chez nous aussi il y a une prépondérance masculine. Il n'y avait que 31% de femmes qui étaient hospitalisées initialement, et l'âge moyen de nos patients était 61 ans. Donc c'était pas comme on le pensait initialement, c'est une maladie qui touche que les vieux. C'est une maladie qui touche les hommes d'âge moyen, et vous voyez il y a même une femme de 28 ans qui effectivement était une femme qui était enceinte. Alors le tableau de la comorbidité et la description de la comorbidité, on va y revenir par la suite. Alors on revient à l'étude du New England Journal of Medicine pour les caractéristiques biologiques de cette infection. Et la première chose qui frappe, c'est qu'un tiers des patients tout venant et 2 tiers des patients qui sont sévèrement malades ont une leucopénie. Et la leucopénie se traduit aussi par une lymphopénie très importante qui touche presque la plupart des patients, je dirais 83% de tous les patients, et les gens qui sont sévèrement malades, ils ont à 96% des cas une lymphopénie. C'est pas très spécifique, ça se voit dans beaucoup d'infections virales, mais néanmoins, on l'a noté. Alors cette diapositive-là, dans la transformation, elle a un peu glissé, je pense. Donc une thrombopénie a été observée, donc je vous dis simplement les choses les plus importantes, de façon récurrente également. Les taux d'infection, les indicateurs d'infection comme la CRP étaient moyennement augmentés chez les gens, donc pas sévèrement comme dans les infections virales aux alentours de 60, 56, comme vous voyez, plus augmenté pour les patients sévères. Nous avons vu également, comme dans le New England Journal of Medicine, une augmentation des LDA. Nous avons vu des lâchages enzymatiques hépatiques. Mais ce qui a frappé beaucoup plus, c'était l'augmentation des débimères qui était chez les patients tout venant d'un moitié des cas augmenté, et augmenté de façon beaucoup plus importante dans les cas sévères. Et grâce à ces travaux initiaux et d'autres observations, la limite de 1000 au niveau des débimères a pu être tracée pour différencier les cas qui avaient un pronostic favorable des cas qui avaient un pronostic moins favorable. Alors ça, c'est notre tableau, est là aussi, il a un peu glissé malheureusement, donc vous devez me faire confiance. La première ligne, ce sont les lymphocytes, donc nous avons observé une lymphopénie chez presque tous les patients, donc tous ceux qui sont en rouge.
avec un taux de lymphocytes dont la première prise de sang à l'hospitalisation à 830. Mais ce qui nous a frappé encore plus, c'était que nous avons observé des éosinopénies extrêmement sévères. Donc, il n'y avait presque pas d'éosinophiles circulants chez 90% des patients. On ne peut pas voir la moyenne là maintenant. La CRP chez nous était plus augmentée que la CRP dans la série initiale du New England. Et les D-dimères étaient plus augmentés aussi dans notre patientèle que dans la série du New England initial. Il y a certains patients qui avaient des augmentations extrêmement sévères des D-dimères. La dernière colonne retrace la ferritine qui à ce moment-là n'avait pas encore été décrite. C'était au début de la phase d'hospitalisation chez nous où nous avons noté des augmentations importantes de ferritine et qui étaient d'autant plus augmentées que les patients allaient mal. Alors, je vous rappelle rapidement, donc 30% sont asymptomatiques, 55% modérés à discrètement symptomatiques et 15% sévères, 5% intensive care. Alors maintenant, les symptômes, je vous l'ai déjà décrit. Depuis lors, d'autres symptômes ont été décrits. Le plus célèbre, peut-être, c'est l'anosmie et la gueusie. Il y a des symptômes cardiovasculaires qui ont été décrits, des commotions cardiaques associées, des arythmies. Le système nerveux central, on va y venir après, et puis depuis quelque temps maintenant, des symptômes cutanés qui sont décrits un peu comme des vascularites cutanées et des petites acrosymptômes, comme s'il y avait des obstructions de la vascularisation périphérique. Dans le service, nous avons vu aussi des parotidites. Je n'ai pas retrouvé ça dans la littérature, mais on a été frappé par 2 patients qui ont été hospitalisés les 2 premières semaines, qui avaient tous les 2 des parotidites. Alors, le diagnostic de l'infection à coronavirus, notre expérience initiale a été un peu décevante parce qu'on nous disait, voilà, si vous avez une PCR qui est positive, ben vous êtes sûr que c'est un coronavirus. Et la PCR, les gens du laboratoire nous disaient qu'elle était à 99,90% sensible et précise. Eh ben, nous avons vu la première semaine et par la suite également des patients qui avaient des tests initiaux qui étaient négatifs. On a dû répéter certains tests pour trouver finalement des tests qui étaient positifs. Alors, à quoi c'est dû? Donc, en revoyant la littérature, on est quand même tombé sur des résultats. Donc là aussi, c'est un peu glissé, ça, c'est un peu dommage. Des auteurs qui avaient fait la même expérience que nous, et donc finalement cette étude qui était la première à mettre en doute le résultat de la PCR dans toutes les infections à coronavirus a montré que dans le lavage broncho-alvéolaire, on trouvait effectivement du virus dans 93% des cas, confirmant en fait que c'est une maladie du poumon. À la fibroscopie, aspiration et broche biopsie, c'était déjà beaucoup moins, seulement 46%. Dans l'expectoration, finalement, c'était seulement positif dans 72%. Dans le frottis nasal, on tombait à 63%. Dans le frottis pharyngé, dans cette étude-là, on était même tombé à 32%. Dans les selles, on était à 29%. Dans le sang, c'était rare qu'on pouvait mettre en évidence, de même que dans les urines, on ne pouvait pas mettre en évidence. Donc, il est clair que le test, s'il est positif, ben, on est absolument sûr du diagnostic. Mais si le test est négatif et qu'on a une suspicion clinique, et avec une argumentation biologique et par scanner, on va y revenir par la suite, le diagnostic doit être considéré comme très probable. Et même si le test RT-PCR en lui-même a une fiabilité de 99%, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être en relation avec la documentation positive d'une infection. Vous avez cette photo qui montre très bien que le frottis nasal, ben, il faut le faire vraiment de façon extrêmement profonde. Et je pense que la première semaine, probablement que les frottis n'ont pas été faits dans les meilleures conditions, de la meilleure façon. Mais je pense aussi que la maladie elle-même n'excrète pas à tous les niveaux, pour tous les gens différents. Ceux qui ont des pneumonies sans pharyngite, je pense que le frottis nasopharyngé ne va pas nécessairement être positif. Et je pense que l'évolution des différents stades de maladie fait qu'à un certain moment, c'est positif à ce niveau-là et pas positif à un autre niveau. Donc, oui, il confirme la maladie, mais il ne peut pas l'exclure, la PCR. Alors, ça c'est un extrait, je l'ai simplement copié, des guidelines des HRS qui disent qu'il faut de toute façon, même si la PCR est négative, garder le diagnostic sur une probabilité biologique, clinique et radiologique pour une infection à coronavirus et éventuellement, s'il y a une symptomatologie digestive, rechercher le virus dans les matières fécales.
Alors ça, c'est le fameux test ELISA. Nous avons pu en tester certains la semaine passée, donc il y a une huitaine de jours. Et ça, c'est la positivité de ces tests, ce qu'on peut attendre. Donc il faut attendre 7 jours approximativement pour observer une séroconversion par IgM. Cette séroconversion par IgM est probablement maximum au 14e jour, mais puis va s'estomper par la suite pour devenir de nouveau moins détectable à la 3e semaine d'évolution. Et les IgG apparaissent au bout de 2 semaines après l'infection. Donc, comme test diagnostique, ça ne nous aide pas beaucoup. C'est plutôt un test qui va nous permettre de voir à quel niveau notre population a été contaminée et qui d'entre nous, individuellement, a rencontré le virus ou non, en tombant malade ou en ne tombant pas malade. Vous savez tous que le LIH, à l'heure actuelle, je pense que c'est Heiko Krüger a lancé une étude ELISA chez des gens qui n'avaient pas de symptômes et très peu de symptômes pour voir quel est le niveau de pénétrance du virus au Luxembourg, parce que ce niveau de pénétrance pourra nous guider pour les mesures de sortir de notre confinement à l'heure actuelle. Alors il est clair aussi que les gens, comme je vous ai dit, n'évoluent pas tous de la même façon, et ceux qui évoluent de façon péjorative, c'est vraiment les populations à risque. Et le premier caractéristique à risque pour évoluer mal dans cette épidémie, hormis le fait d'être homme plutôt que femme, mais la différence n'est pas énorme, c'est l'âge. Et c'est à partir de 50 ans que ça devient un peu plus pénible. L'âge limite à l'heure actuelle pour les hospitalisations a été fixé, donc Guy UHRS, à 65 ans, mais vous voyez qu'à partir de 60 ans, il y a vraiment un taux de mortalité qui se distingue du taux de mortalité précédent. Tous les gens jeunes n'ont très peu de risque de mortalité, mais la mortalité, même chez ces gens-là, n'est pas exclue. Il y a même des bébés qui sont décédés de coronavirus. Alors ça, c'est une étude qui est dans l'IAJ, qui est en presse, qui n'est pas encore publiée, mais elle a l'avantage de porter sur 1500 patients hospitalisés. Donc c'est une nouvelle grande série et qui a mis en évidence que le facteur pronostic, que la comorbidité est vraiment un facteur de pronostic très important et que la multitude de cofacteurs, de facteurs de comorbidité augmente encore votre malchance d'évoluer de façon défavorable avec la maladie. Les caractéristiques les plus importantes qui ont été mises en évidence dans cette étude-ci, c'est le diabète, l'hypertension et l'existence d'un cancer concomitant. Alors ça, c'est l'étude du JAMA dont on a déjà parlé, et les comorbidités mises en évidence dans cette étude, c'était également l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, le diabète, les néoplasies, les accidents vasculaires cérébraux, la BPCO, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance hépatique chronique et les infections à HIV qui étaient quand même très peu présentes. Alors, ce qui, moi, en tant que pneumologue, m'a étonné dès le départ, c'est le fait qu'on ne voyait pas beaucoup de maladies respiratoires chroniques. Donc, il y avait vous voyez dans la première ligne, pour le Covid-19, les séries qui ont été publiées, on en a déjà parlé de certaines de ces séries, il y avait de temps en temps des affections respiratoires chroniques, voire même de la BPCO, mais on ne voyait pas d'asthmatiques. Et l'absence d'asthmatique avait aussi été constatée dans les séries du SARS, aussi bien canadienne, tavanaise que chinoise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien, mais c'est une constatation épidémiologique à l'heure actuelle qu'il faudra suivre par la suite et éventuellement penser qu'il pourrait avoir un lien avec les éosinophiles qui sont absents au niveau série. Voilà, le tabagisme, il semblerait que la grande série du New England Journal of Medicine, le tabac était présent de façon plus importante, mais pas massivement, chez les gens qui avaient une évolution défavorable de la maladie. Depuis lors, on a mis en évidence, on a pu prouver que le tabagisme augmente les récepteurs à l'angiotensine convertase au niveau de l'épithélium bronchique, et donc ce serait plausible de penser que le tabagisme était un facteur de risque. Dans la grande presse et les médias publics, il y a 2 semaines, il y avait des rumeurs qui circulaient que le tabagisme protégeait contre la maladie. Je pense que là, ce sont des rumeurs extrêmement dangereuses et je vous déconseille vivement de fumer pour vous protéger. Alors, dans notre série,
du HRS et également les premiers 35 patients, eh ben, nous avons été frappés par la coexistence de l'hypertension artérielle essentiellement et des maladies cardiovasculaires et de deux, par la présence de diabète. Vous voyez, beaucoup de nos patients avaient de l'hypertension première colonne ou deuxième colonne du diabète. Certains autres avaient des insuffisances rénale. Il y avait très peu de patients qui n'avaient pas de comorbidité et par la suite, les patients qui étaient hospitalisés aux soins intensifs, ceux qui n'avaient pas de comorbidité, c'était rare, ils étaient tous en excès pondéral. Voilà, donc ça c'est tout ce que je vous ai dit. Je voulais simplement rajouter l'obésité, donc tout ça on avait déjà discuté. Mais je pense aussi que le contexte social et socio-économique et professionnel le joue, parce que vous êtes une population à risque si vous devez habiter dans un petit appartement de 50 mètres carrés avec 3 enfants, la grand-mère. Je pense qu'effectivement vous êtes beaucoup plus à risque que si vous avez un niveau socio-économique dans une maison de 300 mètres carrés avec un seul enfant. Alors il y avait des études aussi sur le groupe sanguin 0 serait un facteur de protection, je n'en sais rien, il est possible, et il y a certaines mutations au niveau de l'immunité qui font que oui ou non on est exposé un peu plus que d'autres personnes. Alors maintenant, on approche des gens qui évoluent de façon défavorable, donc il y a un certain nombre de personnes, heureusement pas beaucoup, 1% qui font un choc septique carrément, d'autres 3,4% font un AEDS. Il y en a qui font de l'insuffisance rénale, de la coagulation intravasculaire disséminée. Dans cette première série, je pense que c'était largement sous-estimé. Une autre impression à l'heure actuelle qu'il y a beaucoup plus d'événements, de micro-événements thromboemboliques qui surviennent chez ces patients et nous prônons une anticoagulation beaucoup plus agressive à l'heure actuelle. Alors, ce schéma-ci, je ne sais pas si vous voyez le côté droite de la diapositive qui était un peu amputé également, montre que le début, c'est l'infection virale. Et l'infection virale, soit elle mène au décès à la fin, c'est tout à fait possible, soit elle mène à la guérison, et la guérison avec ou sans séquelles. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on ignore encore à l'heure actuelle. Est-ce que cette infection, in fine, va laisser des séquelles ou pas des séquelles? Et on va en discuter quand je vous montrerai les images de CT de thorax. Et on peut influencer le devenir de cette infection virale initiale, aussi bien par des facteurs de l'autre, comme je l'ai dit, la comorbidité et d'autres facteurs, que par des traitements, du moins on l'espère que les traitements qu'on met en route pour l'instant sont effectivement efficaces pour nous défendre. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'infection virale initiale, elle peut se compliquer et elle se complique de quelque chose qui est vraiment embêtant au 10e jour, 8e jour de l'infection, qui est ce qu'on appelle le cytokine releasing syndrome. Donc ce sont des gens qui au début évoluaient de façon acceptable, puis développaient énormément de température, des marqueurs biologiques tels que les D-dimères augmentaient de façon importante, la ferritine, la lymphopénie s'aggravait, l'éosinopénie s'aggravait, l'IL6 augmentait, la CRP augmentait. Ces gens-là, ils entrent dans ce qu'on appelle le cytokine storm. Et la question pour nous maintenant, c'est de détecter ces gens-là qui, après l'infection virale, font quelque chose que je vais vous expliquer par la suite. Et puis, il y a l'autre hypothèse d'évolution, c'est l'hyperinfection ou la co-infection. Qui sont les gens qui, en plus de l'infection virale, vont développer une infection bactérienne secondaire ou une infection à mycoplasme, ou est-ce que ces gens-là avaient une infection à mycoplasme qui a favorisé l'infection par coronavirus, ou est-ce qu'ils avaient fait de l'influenza en même temps que le coronavirus? Parce qu'au début, nous avons rencontré des gens qui faisaient encore la grippe, donc la pandémie de la grippe, l'épidémie de la grippe saisonnière au début correspondait avec le début de la pandémie, ce qui nous rendait très difficile les diagnostics. Alors au début, je pense aussi qu'on a traité avec trop d'antibiotiques parce qu'on pensait qu'on se trouvait quand même devant des infections bactériennes associées. Et je pense que c'était surtout des cytokine storm ou des mini cytokine releasing syndrome auxquels on était confrontés et qui ne peuvent pas être guéris par des antibiotiques. Donc le cytokine storm, sans entrer dans les détails vraiment, c'est vraiment l'induction ou la malmenance en fait des défenses humaines, des T-lymphes, des lymphocytes T, des monokines, de différentes sous-populations de lymphocytes qui mènent à un relargage de façon non contrôlée de nombreux interleukines, de cytokines, de TNF-alpha et qui finalement conduit à un capillary leakage syndrome et peut aller jusqu'au MOF en causant des dommages à de nombreux organes
Le premier parmi ces organes, bien entendu, c'est le poumon, et donc à cette forme d'ARDS qui est quand même relativement spécifique de cette infection à coronavirus type 2. Alors ça, c'est encore une image qui vous explique, et je vous demande de la garder en mémoire. Donc ce cytokine storm, ou ce relagage de toutes les cytokines, ne gardez pas en mémoire tous les intervenants, mais ça fait qu'il y aura une perméabilité au niveau de l'alvéole, il y a une perméabilité au niveau des vaisseaux, il y a de l'exsudation vers les alvéoles à partir des capillaires, à partir de l'interstitium, il y a un œdème de l'interstitium, et j'espère qu'il n'y aura pas par la suite aussi également la formation de fibrose à ce niveau. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais donc ça c'est un article tout récent du Lancet. Je vous l'ai pris comme ça parce que c'est une lettre, c'est pas un article véritable, parce que beaucoup de gens se demandent maintenant comment est-ce que on peut dépister cette phase de cytokine storm, parce que cette phase de cytokine storm, il faudra peut-être la traiter de façon différente. Ben, elles disent que si vous avez plusieurs facteurs de ceux qui sont marqués ici, donc la haute et la température très importante, quand vous avez des organomégalies comme l'hépatosplénomégalie, quand vous avez le fibrinogène qui augmente, que les enzymes hépatiques qui sont perturbées, de notre expérience quand les D-dimères augmentent, de notre expérience quand la ferritine augmente, quand l'IL6 augmente de façon très importante. Et quand vous continuez à faire beaucoup de température, beaucoup plus en plateau que précédemment, eh ben, vous êtes susceptible de faire un cytokine storm, et alors à ce moment-là, le traitement devrait être adapté à votre situation. Voilà, donc ceci résume alors tout ce que je viens de vous dire. L'infection virale au départ, soit elle évolue tout de suite sans symptômes ou des symptômes mineurs vers une guérison, j'espère sans aucune séquelle. Le pire des cas, c'est quand elle évolue vers le décès. Et ce que nous n'arrivons pas à discerner là pour l'instant, c'est cette cytokine storm qui peut donner des complications type ARDS, insuffisance rénale et autres. Et l'infection ou la co-infection, c'est parfois pas évident. Et j'attire votre attention sur l'existence en même temps de troubles de la coagulation avec formation de thromboembolisme qui initialement n'étaient pas suffisamment traités. Alors maintenant, la radiographie, c'est très intéressant. Elle nous aide à poser le diagnostic. Vous savez que Luxembourg a reçu 4 scanners supplémentaires dans chacun des centres hospitaliers pour passer tous les patients au CT thorax, parce que le CT thorax est extrêmement discriminateur pour savoir si oui ou non il y a un Covid. Alors, des anomalies qu'on rencontre, c'est la ground glass opacité, c'est l'opacité en verre dépoli, c'est la consolidation alvéolaire, c'est des aspects interstitiels avec des lignes septales, on peut avoir des lignes nodulaires, si on a la conjugaison du ground glass, du verre dépoli avec les lignes septales, on observe ce qu'on appelle le crazy paving, je vais vous montrer des exemples. Puis on peut avoir des aspects encore beaucoup plus interstitiels, presque fibrotiques avec des bronchiectasies de traction. Et puis depuis 2 semaines, une dizaine de jours, nous observons également une sorte de cicatrisation sous-pleurale que je vais vous montrer, qui semble assez caractéristique de l'évolution un peu plus tardive de la pneumonie à Covid. Alors, tout ceci, on est en train de le découvrir, donc tout ça n'est pas encore décrit de façon définitive et ça change constamment. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il y a une dynamique dans l'évolution, une certaine migration, donc il y a des lésions initialement de verre dépoli qui viennent des lignes septales et puis qui viennent alvéolaires et puis finalement font ce sous-pleural lining dont je vous ai parlé, cette cicatrisation sous-pleurale. Et l'aspect migrant, j'ai vu les patients qui avaient des lésions à un niveau, au niveau du lobe supérieur, et un peu après, ces lésions avaient disparu, il y avait des lésions à un autre niveau qui étaient apparues. Alors, pour vous rappeler, le ground glass opacities, c'est en fait ce que vous voyez en vert sur ces scanners des deux côtés. Donc, c'est effectivement comme si vous prenez du verre et vous passez avec du papier... sur le verre, eh ben, le verre devient un peu mat, il n'est plus transparent, mais vous gardez encore la présence de la structure pulmonaire normale. Donc vous voyez toujours les vaisseaux à travers ces opacités et vous voyez aussi les lignes septales à travers ces opacités. C'est pas comme la condensation alvéolaire qui, elle, par contre,
fait disparaître, ceci c'est une condamnation alvéolaire, elle fait disparaître les structures, la visibilité des structures pulmonaires initiales, et dans certains cas on voit un bronchogramme aérique qui est au milieu de ces structures, et dans d'autres cas même le bronchogramme aérique il est noyé dans la condensation alvéolaire. Alors, l'autre fait qu'on observe, ce sont ces lignes septales, donc ce sont des lignes interstitielles au niveau des septa, donc on vous a fait un petit dessin aussi pour les décrire, qui se voient également dans le Covid. Et ceci, c'est plutôt un aspect qui évolue vers comme je vous ai dit, la cicatrisation déjà, la fibrose avec des bronchiectasies de traction. C'est pas des cas de Covid, c'est simplement pour vous montrer les lésions. Ça, c'est des fibroses pulmonaires idiopathiques. Et là, vous voyez, il y a du honeycombing, mais surtout, il y a ces bronchiectasies de traction. Et à certains endroits des patients Covid, on voit également l'apparition où on croit voir l'apparition de bronchiectasie de traction. Donc, ça veut dire qu'il y a une lésion aux alentours qui fait que les branches sont rendues irrégulières à cause de l'attraction qui est autour. Ça, c'est ce qu'on appelle le crazy puffing. Ça, c'est l'entrée de votre maison, si vous le voyez d'en haut. Et le crazy puffing, c'est quand vous avez du verre dépoli avec des lignes septales qui l'entourent. Et c'est une lésion en général caractéristique d'une maladie qui est très rare, qui s'appelle la protéinose alvéolaire. Et ben, dans le Covid, on observe aussi du crazy puffing. Alors, dans notre série, des 35 premiers cas, on a effectivement observé des ground glass opacity dans 77% des cas et de la constellation alvéolaire dans 51% des cas, des anomalies interstitielles initiales moins fréquentes, mais je pense aussi que si on revoit tous les scanners, on va en revoir beaucoup plus parce qu'initialement, ça n'avait pas attiré l'attention autant que nécessaire. Ça sont des cas maintenant réels de notre unité Covid et vous voyez là les opacités en verre dépoli qui sont un peu comme des balles de tennis qui se mettent à travers le poumon, un peu comme des lâchers de ballons de tennis en verre dépoli. Donc ça c'est extrêmement suggestif d'un Covid. Vous voyez ici que l'opacité en verre dépoli peut être segmentaire ou même lobaire, respecter ou ne pas respecter l'anatomie. Vous voyez que là c'est limité par l'anatomie, mais ça peut aussi traverser. C'est sous-pleural, je ne sais pas si ça diminue au niveau des lobes inférieurs, mais ça peut être effectivement dans une localisation distante du poumon. Voilà. Alors, ça peut parfois prendre des aspects de consolidation nodulaire, comme des nodules. Et vous voyez qu'autour, il y a encore un peu de verre dépoli. Là, le verre dépoli, il est tout à fait sous-pleural également. Vous voyez là aussi des petits nodules et du verre dépoli encore en balle de tennis suspendu. Voilà, et ici c'est cet aspect qui devient vraiment très interstitiel déjà avec des lignes septales où on a l'impression que les branches ont déjà un diamètre un peu plus grand qui sont rétractiles et c'est cet aspect-là qui me fait peur parce que cet aspect peut être le signe annonciateur d'une dégradation avec un cytokine storm dont on a déjà parlé, mais peut aussi être le signe éventuellement de séquelles à distance au niveau des poumons. Là aussi, vous avez l'impression que les branches sont un peu rigides, qui sont dilatées, et on se demande si c'est pas là le début effectivement d'une zone fibrosante autour. Et là, de nouveau, il y a une consolidation alvéolaire, mais un peu plus périphérique au niveau d'une ancienne zone de verre dépoli. Alors ça, c'est un cas de crazy puffing, c'est quand même plus rare, mais ça aussi s'observe dans le Covid. Et là, finalement, vous voyez ici, chez ce patient, vous voyez ces lignes sous-pleurales ici, qui en fait se rétractent encore davantage pour vraiment faire un trait à la fin. Et donc, on a l'impression à l'heure actuelle que c'était d'anciennes zones de verre dépoli qui, au fur et à mesure que ça se résorbe, se rétractent en une ligne sous-pleurale et donc sont signe plutôt d'une maladie qui évolue depuis un certain temps déjà ou qui potentiellement, en espérant, est déjà en voie de cicatrisation et de guérison. Ces lignes ne respectent pas toujours la structure anatomique ici. Elles s'appuient sur le lobe, la scissure, mais parfois ils sont très transgressantes des différents lobes. Alors, cette diapositive-ci, pour vous rappeler que le poumon n'est pas je reviens sur le poumon, une minute. La question qui se pose à l'heure actuelle,
Il y a deux constats encore que je voudrais vous partager avec vous. C'est que quand on voit ces images et qui parfois peuvent envahir l'entièreté du poumon, et surtout chez les patients qui sont hospitalisés aux soins intensifs, nous avons été étonnés par le fait que les poumons n'étaient pas rigides à la ventilation. Donc on pouvait ventiler, ou les intensivistes pouvaient ventiler les poumons avec des pressions de ventilation relativement basses, ce qui est un peu à l'opposé des autres AEDS. Et donc, d'où l'idée, et avec les autres arguments dont je vous ai déjà parlé, qu'il y a quand même une composante vasculaire associée à cette insuffisance respiratoire qui conduit à l'intubation et au séjour aux soins intensifs. Et d'où l'idée aussi qu'il faut davantage anticoaguler ces gens. Alors l'autre chose qu'il faut vraiment se remettre en mémoire, c'est qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ces gens qui ont des lésions sévères, et notamment des lésions comme ça, septales, avec peut-être des débuts de bronchiectasie d'étraction. Est-ce que dans 6 mois, tout ça aura disparu, ou est-ce qu'il y aura des séquelles? Est-ce qu'on va voir des poumons partiellement fibrotiques ou des zones de fibrose? Je pense qu'il n'y a pas la réponse. Moi, je n'ai pas trouvé de publication à l'heure actuelle qui nous permette de répondre à cette question. Et on a conseillé à tous les patients qui étaient hospitalisés, du moins, de prendre contact avec un pneumologue et pour avoir un examen par la suite dans les mois à venir. Alors, il n'y a pas que le poumon qui tombe malade du corona SARS-2, comme vous le savez, mais le cœur est en forte attaque également, et le système cardiovasculaire, ce qui est tout à fait normal étant donné que le virus entre par l'angiotensine convertase qui se trouve largement au niveau de ces organes. Des myocardites ont été mis en évidence dans le Covid, dans le corona SARS-2, des arythmies cardiaques ont été mis en évidence, une augmentation de l'agrégabilité et donc de la propension à faire des thromboses avec des infarcissements, des insuffisances cardiaques en relation avec l'attaque vasculaire ou l'attaque du myocarde directement, ou des troubles du rythme ont été décrits. Tout ça se complique par le fait que pas mal de médicaments que nous utilisons à l'heure actuelle, et en particulier la chloroquine et l'hydroxychloroquine, mais aussi certains macrolides, peut encore davantage favoriser les arythmies cardiaques. Donc la prudence est de mise, et ouvrir un programme où tout le monde prend de l'hydroxychloroquine ou du plaquenil avec du Zitromax à la maison, je pense qu'on aura une surmortalité cardiaque non négligeable. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Alors là, vraiment, c'est trop petit, mais c'est aussi la transformation. C'est au niveau de la présentation du système nerveux central, c'était un peu oublié au départ, mais finalement 36% des gens font une symptomatologie neurologique. Ça peut être l'anosmie, l'agueusie, ça peut être simplement des céphalées, des vertiges. Il y a aussi des gens qui ont fait des AVC, donc je vous ai mis les séries qui décrivent ça. Des séries d'autopsies commencent à apparaître, où dans 20% des cas, on peut mettre en évidence des encéphalopathies hypoxémiques. Et on ne sait pas pour l'instant si la physiopathologie est l'infection directe du virus, ce qui paraît quand même probable, ou si c'est en relation aussi secondairement avec des phénomènes d'hypoxémie. Ce qui aggrave encore le tableau respiratoire, c'est qu'il y a été décrit qu'au niveau du système nerveux central, il y a aussi une atteinte du centre respiratoire. Et donc, il y avait des gens qui ont été décrits qui avaient des saturations extrêmement profondes sans même s'en rendre compte. Et le drive respiratoire pour répondre à de telles désaturations ou attaques pulmonaires n'était plus assuré par le poumon. Alors, on a déjà parlé de l'ORL cutanée, on a parlé hépatite, digestif, rénale, thromboembolique et ophtalmologique. Il y a des descriptions qui commencent aussi à apparaître actuellement. Donc, de toute façon, c'est une maladie systémique, et c'est pas étonnant qu'elle touche un grand nombre d'organes. Alors ça, c'est le papier peut-être de dépression ou peut-être d'espoir qui a été publié dans JAMA le 13 avril 2020, donc c'est-à-dire il y a 2 jours. C'était une revue sur les traitements efficaces, et donc je vous ai mis l'abstract du JAMA en rouge. No proven effective therapies. Most promising therapies sur remdesivir. Donc ils disent que pour l'instant, définitivement, nous n'avons aucun argument scientifique pour dire que tel ou tel traitement est efficace.
et que le plus de données à l'heure actuelle, le plus d'espoir semble exister avec un antiviral qui s'appelle le Remdesivir. No therapies has been shown effective to date. C'est triste quand on entend ça, et tout le monde est traité à l'heure actuelle, mais encore une fois, je pense que c'est des données scientifiques qui nous manquent. Il y a certainement des traitements qui sont efficaces. Dans le même article que je vous conseille de lire, il y a aussi un schéma très intéressant sur les attaques ou les endroits potentiels d'action des médicaments qui sont utilisés à l'heure actuelle. Et donc vous voyez au milieu là du schéma la chloroquine, l'hydroxychloroquine, qui semble quand même, ils sont d'accord dans cet article et qui dit qu'il n'y a pas de traitement. L'hydroxychloroquine semble quand même empêcher l'entrée virale et l'endocytose du virus à l'intérieur de la cellule. Le camostat, qui est utilisé dans la pancréatite chronique au Japon, semble avoir également un rôle au niveau du récepteur ou de la façon dont le Covid, dont le SARS-CoV-2 peut entrer dans les cellules. Le tocilizumab ou la cortisone, le tocilizumab c'est un anti-IL-6, lui il est efficace contre le cytokine storm dont je vous ai parlé. Du moins, intellectuellement, il est efficace. Il n'a pas été démontré dans les études cliniques à être efficace. Et finalement, les antiviraux à différents niveaux d'action, au niveau de la synthèse protéique et de l'ARN du niveau du virus, pour reconstituer les nouveaux virus, il y a le remdesivir qui semble être le plus excitant à l'heure actuelle. Alors, dans ce tableau, et je vous demande de le lire, je ne vais pas vous le détailler, il y a les différents médicaments qui sont à l'heure actuelle utilisés, donc le Kaletra, la plaquenil, d'autres antiviraux, donc on ne va pas entrer à travers, mais regardez ça s'il vous plaît, dans la présentation, c'est marqué les doses qui sont utilisées, les toxicités, il ne faut jamais oublier les toxicités, il y a aussi le favipiravir, qui est un antigrippal utilisé au Japon largement, qui semble avoir une activité contre le virus. Alors tout ça nous met dans la situation d'un mélangeur de potions magiques qui n'est pas sans ressembler à certains professeurs d'autres facultés françaises, mais qui, je pense, dans la situation, dans l'urgence actuelle, ne rien faire, ce serait beaucoup plus grande erreur que d'attendre simplement les publications scientifiques, parce que les gens vont mourir d'ici là. Alors, le traitement des généralités qui sont absolument relativement certaines à l'heure actuelle, c'est qu'il ne faut pas oublier que les gens qui attrapent le coronavirus, ils ont souvent une comorbidité. Et donc, pour toutes ces comorbidités, il y a des traitements qui ont été mis en route. Et au début, on se posait la question, est-ce que les traitements antihypertenseurs ne risqueraient pas d'augmenter l'expression du récepteur au niveau de l'angiotensine convertase 2 au niveau des cellules et d'augmenter la pénétrance du virus à l'intérieur des cellules. Mais les sociétés cardiovasculaires à l'heure actuelle disent il faut continuer à traiter l'hypertension artérielle, il faut continuer à traiter toutes les maladies cardiovasculaires comme si de rien n'était. Pour les maladies respiratoires, la nuance est présente, donc il faut certainement continuer à traiter toutes les affections type BPCO, bronchiectasie, mucoviscidose. Pour l'asthme, on se posait la question, est-ce que l'administration de corticostéroïdes locaux ne va pas diminuer la défense locale contre le virus? Là aussi, les recommandations scientifiques à l'heure actuelle sont, il faut continuer à traiter ces maladies, il faut continuer à les garder stable pendant l'infection à coronavirus SARS-2. Alors pour le syndrome d'apnée du sommeil, je voudrais quand même faire une nuance. Je pense que ce serait pas une bonne idée de continuer à utiliser sa CPAP, donc vous savez ces machines qui sont contre le renflement et les apnées du sommeil, alors que vous avez le coronavirus type 2, pas pour vous, mais pour les autres gens que vous côtoyez, que la personne qui dort à côté de vous dans la pièce, parce que avec ces machines, vous allez propulser le virus à travers toute la pièce et augmenter le risque d'infectiosité pour l'autre. Les traitements rhumatologiques, on considère qu'il faut les continuer. Les traitements anticancéreux, il faut les continuer. Les vaccinations, il faut continuer à les faire, et notamment la vaccination contre le pneumocoque également. Voilà, on continue.
Alors, il nous paraissait très important à l'hôpital de ne pas continuer notre méthodologie d'aérosolisation habituelle parce que tous ces aérosols propulsent les virus à l'intérieur de la pièce dans laquelle ils sont administrés. Donc, on est d'avis qu'il faut plutôt passer dans faire les aérosols doseurs ou les poudres. L'oxygène, il faut faire attention à l'humidification parce que de nouveau, c'est une aérosolisation. Donc, le virus se trouve dans les droplets, comme je vous ai dit. VNI, CPAP, on a déjà parlé. La kinésithérapie respiratoire, il faut être très attentif parce que là aussi, si vous faites la kinésithérapie respiratoire, il est relativement probable que vous allez propulser le virus dans la pièce dans laquelle vous travaillez. Alors ceci, c'était les recommandations belges qui sont sorties il y a 2 semaines et demie, qui montraient en fait pour certains des dérivants ou des médicaments que nous utilisons à l'heure actuelle, quelle était l'évidence scientifique in vitro, in vivo et quelles étaient les études cliniques qui étaient en cours. Je vous rappelle que le Luxembourg participe à l'étude Discovery qui étudie le Kaletra. C'est une association d'antiviraux avec le remdesivir, mais aussi le plaquenil versus rien du tout. Cette étude a débuté, devrait recruter 2000 personnes si ma mémoire est juste, mais ne nous aide pas à l'heure actuelle parce que pour l'instant, elle ne va pas donner ses conclusions avant quelques mois. Et vous voyez que pour le remdesivir, effectivement, l'évidence scientifique était aussi clinique pour le SARS-CoV-1 et pour le MERS, que ça marchait, et l'évidence était qu'in vitro, il y a une activité. Pour la chloroquine et pour l'hydroxychloroquine, il faut dire que pour le MERS, ça n'avait pas été étudié. Pour le SARS-CoV-1, l'évidence scientifique était limite, mais qu'in vitro, enfin, il y avait quand même des arguments scientifiques qui disaient que ça devrait être efficace. Et vous savez que le professeur Raoult à Marseille, qui est le grand avocat de traitement par plaquenil à l'heure actuelle, ben malheureusement, à l'heure actuelle, ces études cliniques ne peuvent pas donner une réponse définitive aux questions qui se posent par manque tout simplement de systématique dans la réalisation de ces études, son groupe contrôle, ils ne permettent pas de conclure avec certitude que ça marche, même si le plaquenil, comme vous voyez ici, c'était les premiers protocoles thérapeutiques qui étaient sortis en Italie, en France, en Hollande et en Suisse. Toutes les nations se penchaient, enfin sauf la Suisse, je pense, quand même vers le plaquenil et ses médicaments avec le remdesivir, le Kaletra. Initialement, le Kaletra, depuis lors, a été publié comme non efficace dans une étude dans le New England Journal of Medicine, du moins pour les patients sévères. Et donc le Kaletra, à l'heure actuelle, est beaucoup moins utilisé. Donc ce qui persiste, c'est effectivement la chloroquine, l'hydrochloroquine, et le remdesivir comme les éléments les plus probants, avec le plus d'espoir à l'heure actuelle. Alors là, vous pouvez peut-être rediminuer un tout petit peu la diapositive, parce que le dilemme thérapeutique que nous avons pour l'instant, ils ont tous bougé un tout petit peu. Donc, est-ce que moi, personnellement, je peux changer? Ben oui, je peux changer, voilà. Ça vient, c'est lisible pour vous comme ça? Alors, la question qui se pose, effectivement, c'est le traitement antiviral d'un côté, le traitement antibiotique de l'autre côté, le traitement voilà, ça c'est très bien ça, le traitement immunomodulateur de l'autre côté, le traitement anticoagulant de l'autre en quatrième position. Que choisir pour quel patient à quel moment? Donc, si nous avons des médicaments qui paraissent quand même assez encourageants pour l'instant, comme l'hydroxychloroquine, comme le remdesivir, comme peut-être le tocilizumab, peut-être les corticostéroïdes en certains moments de la maladie, comme certains antibiotiques comme les macrolides, le Zitromax a été initialement promu comme étant plus efficace que d'autres antibiotiques. Mais à quel moment, chez quel patient, choisir quel type de traitement? Ben là, la question reste entièrement posée. Je vous ai dit, quand on a l'impression que le patient glisse vers du traitement de l'infection virale vers ce corticoïde, ce cytokine storm, ben, il faut commencer à lui donner de l'anti-IL-6, peut-être des corticostéroïdes, on a des protocoles pour cela, mais tout en continuant à le traiter avec des antiviraux, parce que lui donner une immunosuppression sans donner des antiviraux, je pense que c'est difficile. Est-ce qu'initialement on peut se limiter à donner des antiviraux, ou est-ce qu'il vaut mieux donner de l'hydroxychloroquine qui, elle, est antivirale en même temps qu'elle est immunomodulatrice?
Et de nouvelles substances qui sont en train d'être étudiées ont aussi des pouvoirs antivirales et immunomodulateurs en même temps. À quel moment est-ce qu'on est sûr qu'il a une infection virale? Donc il faut continuer à faire des prélèvements bactériens très importants. Donc il faut faire des lavages broncho-alvéolaires, si c'est possible, des aspirations bronchiques, des hémocultures. Et on est en train de cogiter au Luxembourg une étude de recherche génomique au niveau des frottis, d'autres co-infectants ou hyperinfectants probables. Le traitement supportif, il n'y a aucun doute qu'il faut le donner, donc il faut intuber les gens, il faut les ventiler, il faut les dialyser si nécessaire. Et puis se pose maintenant la question, ici on ne le voit pas très bien, le traitement par plasma, donc l'extraction d'anticorps du plasma de gens qui sont guéris, ont été décrits de façon remarquable mais efficace chez certains patients en Chine et chez la Johns Hopkins University qui a commencé maintenant un protocole d'utilisation de plasma. Mais pour avoir du plasma de gens qui sont guéris, il faut savoir qui était malade, qui a développé des IgG. Donc la première étape pour ça, c'est d'avoir un test ELISA, de sélectionner les patients qui potentiellement pourraient donner des IgG à d'autres patients. Et puis il y a des études en cours également, ou hypothétiques du moins, que des anticorps solubles, bloqueurs de l'antigène, du récepteur à l'angiotensine pourrait être une piste de traitement futur. Voilà, je pense qu'on arrive presque à la fin de ce que je voulais vous dire. Je vous rends attentif aux recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses du Luxembourg, qui, à la date du 2 avril, a sorti son protocole pour la prise en charge des patients ayant une infection Covid-19 confirmée ou suspectée. Les 4 centres hospitaliers ont participé à la rédaction de ces guidelines. Le ministère de la Santé était présent. Et on a les guidelines des hôpitaux Robert Schumann, qui avait été la première version le 23 mars et puis la deuxième version le 13 mars. Pour les autres hôpitaux, je présume qu'ils ont aussi des guidelines, le CHL, le CHEM et le CHDN. Je ne les connais pas parce que je ne suis pas dans ces hôpitaux-là, mais référez-vous à leurs documents. Dans les suites, les quelques pages qui suivent, je ne vais pas les parcourir par vous. Ce sont les critères nécessaires pour une prise en charge ambulatoire, les critères d'hospitalisation, les critères de traitement aux soins intensifs. Et je vous ai détaillé encore par la suite également ces guidelines, les traitements qui sont proposés à l'heure actuelle. Mais on ne va pas passer ça en détail. Mais je vous rappelle quand même que le plaquenil, mais également les corticostéroïdes dans des phases de cytokine storm et le tocilizumab, le bêta-féron, sont les bases avec lesquelles nous traitons à l'heure actuelle. Voilà, je pense que là maintenant j'ai fait le tour et je vois qu'il y a plein de questions et je vais peut-être en prendre certaines et vous répondre. Est-ce que je peux avoir de la modération, un feedback maintenant? Oui, alors on active donc le mode question. Toutes les questions sont disponibles dans le mode Q&A que vous voyez s'afficher. Ok, mais je prends la question 867. J'espère qu'il n'y a pas que 867 questions. Mais c'est une très bonne question. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation entre la dose maximale de corticostéroïdes inhalatives utilisées dans le traitement de maladies respiratoires chroniques? Juste une remarque. Il faut aller dans la colonne mode Q&A qui est au milieu du chat et les publier pour que les participants puissent les voir. Je peux le faire. Voilà. Alors, il y en a une. Ok. Merci. Ok, ça c'est la question. Ok. Mais l'asthme, c'est une maladie qui semble un peu épargnée, du moins dans les premières séries et dans notre série également. Ça nous a un peu frappé et ce qui nous a frappé aussi, c'est l'absence ou cette forte diminution des éosinophiles dans le sérum. Alors, l'hypothèse, c'est que l'asthme, c'est une maladie à T2, donc dans 75% des cas. Donc, 75% des asthmes sont des asthmes hyperéosinophiles. Et donc, l'idée, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre asthme et éosinophilie, infection ou défense au coronavirus? On n'en sait rien pour l'instant, mais je pense que ce sont des questions qu'il faudra se poser par la suite. Ça, c'est l'hypothèse. Comment est-ce que je peux avoir la prochaine question? À la fin de la présentation, n'hésitez pas. Non, ça, c'est pas une question. Hein.
Ok, la prochaine question, comment est-ce qu'elle peut s'afficher? Mais ça, c'est la même. Hein? Oui, si les patients ayant contracté le Covid peuvent encore sécréter le virus même 37 jours après frottis négatif, comment cela se... Oui, voilà. Alors, c'est une très bonne question, Claire. Hein. Je vois que c'est Claire qui a posé la question. C'est une bonne question. Je pense que les recommandations sont des recommandations pragmatiques sur la connaissance à l'heure actuelle. Et alors, il faut bien différencier entre frottis positif et par exemple le lavage broncho-alvéolaire qui est positif. Donc le frottis positif et le lavage broncho-alvéolaire, comme je vous ai montré dans un des diapositifs, ne corrèlent pas. Et ici, on a comparé le frottis positif, ou négatif plutôt, avec l'expectoration qui restait de temps en temps positive. Alors, est-ce que cette expectoration de temps en temps positive jusqu'au 37e jour, elle est encore infectante? On n'a pas la réponse. Mais ce qu'il faut dans des guidelines à l'heure actuelle, c'est d'avoir des solutions pragmatiques qui sont le plus sûres possible. Mais au fur et à mesure de l'évolution de cette pandémie, je pense qu'on a appris énormément de choses et on est en train d'apprendre encore beaucoup plus de choses. Et les temps d'incubation, on ne les avait pas très bien compris au départ. L'infectiosité des gens, on ne les a pas très bien compris au départ. Et je pense que toutes ces questions-là, c'est à clarifier par la suite. Prochaine question. Alors, la radiographie thoracique, c'est quand même très décevant. Je ne peux pas te donner un taux de sensibilité JVD, je ne sais pas quel est ton nom, JVD, mais le scanner thoracique, il a une sensibilité extraordinaire. Et donc, dès le départ, nous, dans un pays aussi riche que Luxembourg, on avait décidé que c'était le scanner thoracique qu'il fallait absolument utiliser. Et je pense que le gouvernement a bien écouté notre demande et l'évidence scientifique était telle que 4 scanners supplémentaires ont été rapidement instaurés. Je pense que la radiographie, tous ces verres dépolis, on ne va pas les voir. Pour voir un verre dépoli à la radiographie, il faut déjà qu'il soit vraiment marqué. Prochaine question. Erwähnung für die Intensivpatienten. Prinzipiell Antikoagulation oder no Gestalt von Patienten für prophylaktische Antikoagulation, kurative Antikoagulation und Corticoiden auch no Gestalt. Also, meine Meinung für die Antikoagulation dann, dat das für Patienten méi zu antikoagulieren als sie normal, an den 20.000, 70.000 Dedimeren huet, an den bemmol eng Saturation op 80% huet, an eng FiO2 op 90, ich menge schon, dass de muss antikoagulieren. Net gëtt kein präzis Guidelines. Mir selber mir sind der Meinung, dass vu 5.000 Dedimeren hun, dass wirklich eng Antikoagulation prophylaktik a haut Niveau muss feieren an die Leute, die an der Reha kommen, ich meng die muss noch wirklich méi héich prophylaktisch antikoaguliert gin als féi normal. Die Leute, die an der Reha sind, das sind die Kriterien, um an die Reha zu kommen. Das heißt, sie haben nämlich genug Sauerstoff, mit 6 Liter Sättigung, die niedrig ist mit 6 Liter Sauerstoff, sie haben Dedimeren, die erhöht sind, sie haben Procalcitonin, die erhöht ist. An all die Leute, also ganz oft, an all die Leute sind natürlich Leute, wo der Cytokinsturm an den meisten Fällen wahrscheinlich präsent ist, und die auch an letzter Zeit, letzte Woche, letzte 2 Wochen wahrscheinlich ganz viel Immunosuppressor, also Immunosuppresseur-Medikamente bekommen. Die nächste Frage. Pensez-vous que c'est une bonne idée de diminuer le lockdown comme c'est le cas en Autriche? Also ich meine, nein, kein GVD, ich bin kein Epidemiologist, aber ich meine, man muss immens gefährlich sein. Und ich muss sagen, dass ich von 2 Sachen immens überrascht bin und enttäuscht bin, aber man Angst möchte. Das ist die Etude, die in Deutschland gemacht wurde von der Uni Bonn. Wenn die Etude dann noch gut ist, das weiß ich noch nicht, sie war ein bisschen mediatisch verkauft gehen, wo finalement nur 17% von der Leute Antikörper hatten an einer Gegend, wo wirklich eine ganz starke Epidemie war, das ist just 17% von der Leute protegiert. Und ich habe den Morgen hören, mit uns schon kein Scientifique donnieren, dass an einem Spital zu Mühlhus, wo schon die Epidemie extrem hoch war, dass da 32% von den Soignern und Doktoren Antikörper in fine hun. Bei 32%, das ist relativ viel, für die haben schon alle gut protegiert,
Mais an so einem großen Epidemiezentrum mit den Moyen de Protektion, die Leute am Anfang hatten, die nicht genial waren, hätte ich mir einfach weiter, dass vielleicht noch mehr Antikörper da sind. Ich meine, die ELISA-Tester, die gemerkt haben als Lützburg, die werden uns suchen, wie schnell das wir uns dekonfinieren können, wenn wir auf 50-60% sind, und ich keine Angst mehr. Wenn wir aber bei 17 oder 12% sind, dann muss man immens vorsichtig sein. Mit das für eine Regierung auch für die Responsable immens schwer für momentan eine gute Weg zu finden. An die Weg vom Dekonfinement können wir am Dekonfinement bleiben, am Konfinement bleiben. Wir müssen als Wirtschaft drum und gucken, wir müssen als Leute aber protegieren, wir müssen noch von den anderen Konsequenzen also nur stellen. Für die Leute riskieren im Moment und andere Krankheiten zu sterben, chronische Krankheiten, die nicht mehr so gut behandelt gehen, als wir das 400 Krise fahren, nicht Coronavirus. Ich meine, all diese Sachen muss man mehr behalten. Wir riskieren Depressionen zu haben, wir riskieren immens viel Kollateralschäden zu haben. Wir müssen Strategien finden, für zu dekonfinieren. Was die gute Strategien sind, ich meine, das ist eine Decision, die müssen die Epidemiologen holen und die müssen auch die Politiker holen, weil sie müssen ganz Kommentare zu gleicher Zeit respektieren. Ich meine nicht, dass in den Baumarkten alle so loben haben. Ja, den Ultraschall kann nützlich sein, aber ich meine, dass der Scanner in diesem Fall so viel besser ist als den Ultraschall. Den Ultraschall an den Lungen ist extrem nützlich für Diagnosen und Urgenz zu stellen. Wird leider Gottes immer gebraucht, aber in diesem Fall meine ich, dass der Scanner aber wesentlich mehr groß ist. Probabilität für man eine Diagnose zu haben, als sie mit dem Ultraschall. Weil okay, am Ultraschall hier auch gucken, ob Splenomegalie da ist oder so sich nicht dass du hast. Ich denke, dass einfach der Scanner wirklich die gute Untersuchung ist. Ja, die nächste Frage. Für das die Lymphopenie und Leukopenie und Eosinopenie, die könnte verschiedene Ursachen haben, aber ich meine schon, dass da ein Attack direkt vom Virus ist. Die Lymphozyten, die sind noch attackiert vom Virus, sie sind krank. Und da sind sie mobilisiert, sie sind da aktiv, wurden sie gebraucht, gehen natürlich sind am Kampf gegen den Virus, natürlich sind zwei Hauptursachen den Attack an den Kampf, den sie bei Neosophilen ist ein bisschen eine andere Frage, für die kommen noch immens schneller zurück, und die Neosophilen in general, die sind Männer impliziert am Kampf gegen den Virus, sie sind noch dran, aber sie sind Männer impliziert. Okay, die nächste Frage. Ja, dat wees ke Mënsch is ke Mënsch am hen alle gut Immunsinn an wees auch ke Mënsch. Op wann Antikörper hunn, dats man dann definitiv auch immun sinn, wir wissen noch net wie lang, dass man immun sinn. Wir wissen noch net géint Fäng net ass eng Mutationun van enke kënnen. gëtt davon ausgi, wann en Antikörper huet, dat mans die IgG en en huet, dat dann eng gewëssen to d'Immunitéit huet. Mei wéi gross as d'Immunitéit ass dat kann ich net so. Also immun ass net schwärzweis, dat gëtt wahrscheinlich do bisssen en Grozustand. Nächste Frage. Ja, also die Milchpatienten, die waren chronisch hypertendu und die hatten Medikamente, die antihypertensiv waren. Wir haben aber zwei Position Paper, die so definitiv so die vier vor mit den antihypertensiven Medikamenten, auch die spezifisch auf den Rezeptor gehen. Am Anfang kommt froh, sich natürlich gestaltet soll, ja oder nicht, um die vier vor. Ich meine, das aber auch nicht der ganz leichte Blutdruck, den ein Problem ist. Das sind schon Leute, die einen relativ severen Blutdruck hatten. Nächste Frage. Ja, da kann ich dann noch nicht, Lex, kann ich noch keine Antwort drauf geben. Ich weiß, dass wir bei unserem Spital Kita-Kruten gleich vor und die waren nicht schlecht. Die haben wahrscheinlich um die 80% Sensibilität gehabt. Wir müssen gucken, was für ein Moment das den ELISA-Test gemacht wird par rapport zu der Serokonversion. Du hast gesehen, dass die IgA und die IgM am Anfang da sind, die IgG im spät kommen. Ich meine, dass das so ungefähr die zweite Woche ist. Du hast gesehen, dass Kurt auch lang distribuiert das ist das eng Median das bei der zweite Woche, mit verschiedene Leute brauchen mehr lang bis zu kommen, an andere brauchen andere lang bis zu kommen. Auch da muss man herausfinden, und da gibt es wahrscheinlich eine ganz große Variabilität zwischen den verschiedenen Tests, die momentan am Markt sind. Das nicht ein Test am Markt gibt offeriert mit die verschiedenen Tester, und die müssen alle gut in die Tester ja wissenschaftlich gecheckt gehen, wie wirklich gut ist, und wen Mann gut ist. Nächste Frage. Ja, Antikörpertester hier am Land, da sind pur Kitten, die gehen schon pur verschiedene Sorten, die sind schon disponibel, die sind am Gang getestet gehen, und dann geht ein große Etude los mit 1500 Leuten für ein Echantillon zu machen.
fir ze kucken wéi duch Seuchung ass wann ze dat suelen schon einen komischen Term fannnen duch Seuchung. Mit wieviel Leiit das effektiv schon krank wären. Ech menggen awer, dat se dann de nächste Woch verschiedene Laboratoire schon ginn, die och Tester ubiede. Momentan gi Test an net öffentliche Gebäude. Nächst vor. Ass nei froh do? Ja, mit dem Protokoll von Discovery, den ass net zu Lützeburg geschrieben gin, den ass vun Inserm geschrieben gin. An die Bedenken, die d'Assoziation Hydroxychloroquin mit Azithromycin wären noch die von der Toxizität. Ich weiß, dass der Professor Raoult meint, dass das mehr effikaz ist, aber die Leute, die Discovery-Protokoll geschrieben und die wollten nicht beweisen, dass Hydroxychloroquin effikaz ist, also nicht, dass die Toxizität zu viel stärker an Blut geht. Weil die zwei Medikamente, wie du weißt, die machen Rhythmusstörungen und die machen eine Prolongation vom QT, die kann zu toxate Pointe führen. Ich meine, dass das eine Safety-Konsideration war, für das nicht zu machen. Nächste Frage. Je pense qu'on arrive à la fin des questions. Bon, c'est bien ça. Ok. Ah, peut-être encore une. Ich wollte dem Dr. Schlesser vielmals merci so für die ganz interessante Präsentation. Ich möchte den anderen Kommentar unendlich. Deutsch genauso ein offizieller Spruch als wie Französisch. Trotzdem organisiert Unilu Formationen auf Englisch oder Französisch. Das Formationen sind Unilu am Auftrag vom Ministerium der Santé. Okay. Ich hoffe, dass das gut war, dass wir Französisch geschwärzt tun, oder? Oui, je pense que c'est bien pour ceux qui vont éventuellement revisionner la vidéo plus tard. Ok, das ist gut dann. Allez, ciao Alexander.